Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder votre télévision nationale et votre émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 7 septembre 2014. Une émission qui reçoit avec plaisir le secrétaire d'État à l'alphabétisation et aux langues nationales dans le gouvernement de la République du Sénégal, M. Youssou Touré. Youssou Touré est également coordonnateur du réseau des enseignants républicains, donc Alliance pour la République, le parti APR du président Macky Sall. Youssou Touré, bonjour et merci. Bonjour Omar. Alors, demain est célébrée la journée de l'alphabétisation et des langues nationales. On saisit le prétexte pour aborder l'alphabétisation justement et les langues nationales dans la politique du gouvernement. Alors, vous, quelle est la politique, la vision que vous êtes amené à mettre en œuvre, à traduire en acte? Vous me permettrez d'abord de vous dire bonjour à l'ensemble du personnel, la direction et le personnel de la RTS. C'est pas en fait une question de vision. Je crois que l'alphabétisation est au cœur des préoccupations de l'État, au cœur des préoccupations du président Macky Sall. Je crois qu'aucun pays au monde ne peut se développer avec une langue étrangère. Cela est une réalité qui a été dite et redite depuis très longtemps. Donc il faut que nous en soyons conscients. Il faut oser aller de l'avant, prendre le taureau par les cornes. Nous sommes dans un pays qui a une certaine diversité culturelle, et cette diversité culturelle aussi s'est répercutée par rapport aux langues. Nous avons plusieurs langues dans ce pays, et des langues aussi riches les unes que les autres. De ce point de vue, je crois qu'il est temps véritablement qu'on prenne en charge cette préoccupation fondamentale des populations. Il faut que ces populations, que leur langue, la langue qu'ils maîtrisent, qu'ils puissent véritablement mener des activités avec cette langue, qu'ils puissent communiquer aussi bien avec les pouvoirs publics qu'avec les populations à partir de la langue, de leur langue, de la langue maternelle. Donc de ce point de vue, je crois que il faudrait qu'on essaie de voir quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. D'accord. On a remarqué que dans le temps, depuis des années, pratiquement, il y a eu des plaidoiries qui se sont multipliées, des événements comme ça va être le cas certainement lors de la semaine qui vient, entouré souvent de folklore, etc., des engagements pris du côté des pouvoirs publics, mais certains s'interrogent encore sur les actions concrètes et visibles concernant cette alphabétisation et la promotion des langues nationales. Vous savez, dans ce pays, par rapport à ces défis que nous devons de relever, comme vous l'avez dit, je crois que le temps se gâte et on se perd en conjecture. Il faut oser aller de l'avant. Il faudrait véritablement une politique extrêmement dynamique de repositionnement de nos langues nationales. Donc de ce point de vue, je crois qu'au-delà des mots, au-delà du folklore, au-delà des discours, parce que le discours ne peut que servir l'action. Or, ce qui se passe aujourd'hui, il y a la semaine certes de l'alphabétisation, il ne faudrait pas que ce soit une occasion peut-être pour discuter, échanger, n'est-ce pas, et sans pour autant insister sur les axes à partir desquels on pourra relancer ce secteur, qui a eu à connaître d'énormes difficultés. Et vous savez, dans notre pays, c'est ce qui plombe un peu aussi notre économie. On préfère théoriser à longueur de journée, sortir des documents, des livres de 200 pages, 300 pages. La semaine, je crois que on doit mettre à profit cette semaine pour réfléchir de façon pratique et pragmatique sur les difficultés qui plombent ce secteur. Justement, est-ce que cette semaine-là suffit? On était en train de parler d'actions pérennes. Vous savez. Parce que l'idéal, c'est de ne pas parler effectivement de la promotion des langues nationales, justement sur un temps. Peut-être il serait plus judicieux d'en faire une politique pérenne et permanente. Nous avons trouvé déjà sur place une certaine politique de prise en charge des langues nationales.
une rupture ne peut jamais être brutale. Il faut qu'on compose avec ce qui a déjà été fait. Et aujourd'hui, notre mission, nous, est de reprendre en main l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. C'est ça la mission qui nous est assignée. Maintenant, avec tous les acteurs, nous allons essayer de réfléchir, de repenser notre système éducatif. Parce qu'au-delà des langues nationales, c'est tout le système éducatif qu'il faut revisiter. Parce que l'éducation, c'est quoi? C'est une communication. L'éducation, c'est la prise en charge des préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais. Si nous, en ce qui nous concerne, nous sommes au Sénégal. Donc, cette éducation se fera à partir de nos réalités. Or, nous avons des réalités culturelles. La langue est un véhicule de connaissances au plan social, au plan économique, etc., etc. Donc, de ce point de vue, évidemment, nous n'allons pas remettre en cause parce que tous les acquis que nous avons trouvés sur place, parce qu'il y a quand même du bon. Absolument. Même s'il y a du moins bon. Mais avec le président Macky Sall, il a été clair, il faudrait aujourd'hui que ce secteur soit redynamisé. Il faut qu'on passe de la parole à l'acte. Il nous faut des actions sur le terrain. Pas sur une semaine. Et surtout, il faut un suivi. Non, une semaine, vous savez, moi, l'État aussi, c'est la continuité. On ne peut pas tout remettre en cause. Vous avez trouvé donc un calendrier qui est là, que vous êtes... voilà, très bien. Très bien. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps nécessaire pour peut-être revoir en profondeur ce qui va et ce qui ne va pas, pour améliorer, pour rectifier. Le temps ne nous a pas permis. Mais désormais, avec évidemment l'ensemble des acteurs, avec la participation de tous les secteurs d'activité, nous allons essayer de discuter pour faire en sorte que ce ne soit pas une semaine de plus. C'est important que ça ne soit pas une semaine de plus. Qu'à partir de maintenant, que nous puissions poser des actes allant dans le sens de redynamiser les secteurs et de mobiliser les populations autour de cet objectif fondamental. Cheikh Anta Diop l'a toujours dit. Et cela se vérifie davantage aujourd'hui. Parce que dans ce pays, il y a plus de 57% d'analphabètes. Maintenant, quand on parle d'analphabétisme, les gens pensent à la langue française, certainement. Oui. Les gens pensent à l'anglais. Le français est une langue comme le Wolof, comme le Pulaar. Donc, véritablement, si nous voulons aujourd'hui impulser une nouvelle dynamique au profit de notre économie, parce que l'économie est dépendante de nos capacités d'intervention. Or, ces capacités d'intervention, c'est à la base, il faut partir d'abord de la base. La base, ce sont les populations. Si maintenant 57 de ces populations n'ont pas d'outils qui puissent leur permettre véritablement de réfléchir, de penser et de participer à la construction nationale, cela pose problème. Donc notre mission est de revoir en profondeur tout cela avec l'ensemble des acteurs. Parce qu'aussi, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Vraiment, il y a trop de problèmes. Il y a trop de goulots d'étranglement. Il y a trop de structures qui interviennent dans l'alphabétisation, dans la promotion des langues nationales, qui captent des fonds. Quelle est l'utilisation qui en est faite par rapport à ces fonds? Donc tout cela constitue une difficulté que nous devons de surmonter par le dialogue, par la concertation, par les échanges. Nous n'allons rien remettre en cause, mais il s'agit tout simplement de repartir sur de nouvelles bases. Parce que le président Macky Sall en est tellement conscient, parce que c'est un sous-secteur du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Mais il en est tellement conscient qu'il a préféré créer un sous-secteur parce que le ministre de l'Éducation est déjà assez chargé. Donc le ministère de l'Éducation, il leur serait extrêmement difficile de prendre en charge certaines questions spécifiques. On a créé le secrétariat d'État à l'alphabétisation pour évidemment apporter un plus, pour faire en sorte que les préoccupations, les problèmes soient correctement pris en charge par l'ensemble des acteurs. Si vous parlez de fonds captés dans ce secteur, ça veut dire que il y a justement des acteurs qui se nourrissent peut-être de ça. Ah, ça, moi, je ne peux pas le dire, je n'en ai aucune preuve. Mais je dis tout simplement, le résultat de l'ensemble des actes, de l'ensemble des stratégies, les résultats posent problème. Les résultats posent problème. Il n'y a pas encore, j'aime pas trop le mot concret. En tout cas, les résultats ne sont pas visibles, ne sont pas très visibles. Donc nous devons nous remettre en cause et nous devons nous poser la question de savoir, mais véritablement, où est-ce que ça bloque? Il y a trop d'acteurs qui gravitent autour, effectivement,
de cette question de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Il y a trop d'acteurs. Ces acteurs, ont-ils été formés, ont-ils été réellement formés pour prendre en charge ces questions-là? Ces acteurs, quelle est leur véritable motivation? Quelles sont les finalités, justement, des actes qu'ils posent, ces acteurs? Il n'y a pas tellement de visibilité par rapport à ce secteur. Il nous faut rendre visibles ces actions et partager ce que nous faisons avec l'ensemble des Sénégalais. Avec l'ensemble des Sénégalais, avec tous les Sénégalais qui s'intéressent véritablement au secteur. Je vous donne un exemple, par exemple. Touba est une référence. Comme Tivaouane, comme Ndiassane. Les chefs religieux doivent être associés par rapport à cette question. On doit les associer parce qu'ils jouent un rôle intellectuel, social, économique, religieux extrêmement important. Il faut les associer. Quand vous allez à Touba, quand les imams font leur serment, mais ils ne le font pas en français, ni en anglais, encore moins en allemand. Certainement en arabe. L'arabe est une partie très importante de notre culture, mais aussi en wolof. Donc je crois que le français est une langue à vocation universelle, comme l'anglais. Nous devons, en ce qui nous concerne, faire du wolof, du toucouleur, du diola, des langues à vocation universelle. Des langues qui seront parlées dans les 5 continents du monde. Donc cela, c'est notre objectif. Ce sera difficile, mais il faut qu'on s'y mette. Avec la volonté, on pourra y arriver. Très bien. En termes de stratégie, vous en parliez tout à l'heure, quel est le traitement que vous, secrétaire d'État, entendez réserver à cette politique-là? En fait, ce qui est important, c'est qu'au-delà des mots et des qualifications, qu'on agisse sur le réel. C'est important. La réalité est là. Il y a 57% de Sénégalais qui aujourd'hui ont des difficultés d'expression. Il faut s'occuper d'eux. Avec des stratégies claires, des objectifs très clairs. Il faut véritablement, par rapport aux populations, les sensibiliser autour de cette question essentielle, cette question fondamentale. Donc la semaine de l'adoption, son premier objectif, c'est de sensibiliser l'opinion publique. Par rapport justement à la nécessité aujourd'hui de repartir sur de nouvelles bases. Parce que vous l'avez dit, et c'est une vérité, ce n'est même pas une vérité, c'est une réalité. Depuis très longtemps, on organise des semaines nationales de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il y a des rencontres qui discutent de cela, mais au sortir justement de toutes ces rencontres, on ne propose rien aux populations. Donc de ce point de vue, je crois qu'il nous faut être beaucoup plus réalistes, il nous faut aller de l'avant et comprendre que nous avons des langues qui ont un contenu scientifique qui peut nous permettre aujourd'hui d'aller de l'avant par rapport à la prise en charge de cette préoccupation. Parce que nous sommes un pays encore sous-développé. Nous sommes un pays où véritablement il y a certaines difficultés liées à la communication. La communication, c'est aussi la formation. Vous voyez la presse écrite. Qui lit la presse écrite? Quel pourcentage? Peut-être 2%, 5% de la population. Donc, quand on exclut presque 80 ou 70% de la population par rapport à des informations qu'ils se devraient d'avoir, cela pose problème. Ils doivent accéder à l'information, à la vraie information. Ils doivent accéder, cette population-là, ils doivent s'approprier les nouvelles les nouvelles techniques de l'information. C'est important. Ils doivent pouvoir, à partir de Ziguinchor, de Kolda ou de Guinguinéo, ma ville natale, prendre leur ordinateur et avec leur langue nationale, travailler pour avoir des informations. Très bien. Encore faut-il que les groupes de presse s'y mettent également pour dire que c'est véritablement un gros chantier. Hein. C'est un chantier. Écrire en langue nationale aussi, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est un aspect important des assises de l'éducation parce qu'en parcourant effectivement les recommandations, j'ai vu que les langues nationales avaient une place extrêmement importante
dans l'école et à la base. Ça veut dire qu'on devrait s'appuyer un peu sur ces langues pour permettre aux enfants d'apprendre et dès le bas âge. Vous avez certainement donc vu, c'est évident, cet aspect-là des assises de l'éducation. Ça veut dire que vous comptez également déployer toute une tragédie dans ce sens-là. Mais écoutez, vous savez, il y a eu les états généraux de l'éducation et de la formation, dont les conclusions étaient pertinentes et sont encore d'actualité. Les états généraux de l'éducation et de la formation. Évidemment, il faudrait que aussi certaines résolutions collent à un certain contexte. Certainement, il y a eu des avancées significatives en termes de prise en charge de ces questions. Les assises nationales, en 3 jours, ont réfléchi. Les enseignants, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, ensemble, ils ont réfléchi par rapport à des stratégies de mise en œuvre d'une politique éducative qui puisse prendre en charge les préoccupations, les besoins des populations en matière de savoir, en matière de culture et autres. Mais les résultats attendus, nous ne les sentons pas encore. Nous ne les sentons pas. Certes, il y a du positif. Parce que déjà, c'est déjà un grand courage politique que d'oser convoquer les assises nationales sur l'éducation, avec l'ensemble des partenaires. Personne n'a été exclu. C'est une grande avancée. Mais maintenant, il s'agit d'aller beaucoup plus loin. D'appliquer les recommandations. Au-delà d'appliquer les recommandations, vous savez, ce sont des recommandations qui sont pertinentes, qui peuvent nous ouvrir des voies. Mais ce qui est important, Omar Nying, c'est que véritablement, que cela ne soit pas des assises de plus, des états généraux bis, sans un suivi méthodique, scientifique, sans une analyse en profondeur de ce qui a été dit et de ce qui a été retenu. Je vais vous donner un exemple et je ne m'arrêterai pas à outre mesure sur cela. Vous savez, notre système éducatif aujourd'hui est plombé dans son fonctionnement. Nous n'avons même plus de système éducatif, c'est difficile. Il y a le problème du niveau académique des enseignants, du niveau d'instruction des enseignants. Il y a un problème de formation. On ne peut pas, Oumar Nying, je ne le pense pas, c'est mon avis. C'est un avis personnel. Je ne pense pas qu'on puisse former un enseignant en 6 mois, 7 mois, ou en 1 an, moins d'1 an. Cela pose problème. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Oui, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. C'est une situation que nous avons trouvée sur place. Mais vous savez, il est extrêmement difficile pour un pouvoir de remettre en cause tout de suite et maintenant tout ce qu'il a trouvé sur place. Ce n'est pas possible. On est obligé de tenir compte de ce qui a été fait. À un certain moment donné, au niveau du système éducatif, il y a eu des recrutements politiques, il y a eu des recrutements basés sur des considérations extrêmement subjectives parce que ce sont des recrutements ethniques. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans notre système éducatif. Comment relancer le secteur? Comment reprendre en main véritablement ce secteur pour qu'il y ait plus de transparence, pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité? Dans les années 70, dans les années 60, dans les années 70, un élève qui faisait la 3e année de l'école élémentaire, avant c'était primaire, au CE1, avant on disait 4e, après 3 ans à l'école élémentaire, un élève pouvait déjà, en dehors des rédactions, des sujets de rédaction et autres, pouvait déjà, dans son quartier, écrire des lettres pour ses parents ou bien ses concitoyens. Donc, de ce point de vue, il nous faudrait revoir le système éducatif en profondeur. Oui, ça a été fait à travers les assises de l'éducation. Moi, je dis... Et des recommandations. Les recommandations, c'est un problème d'application. Oui. Les recommandations, je dis, ont été très pertinentes. Le fait aussi de convoquer les assises nationales, c'est pertinent. Il fallait qu'on les convoque pour entendre tous les acteurs. Mais maintenant, il faudrait qu'on soit beaucoup plus vigilant. Que l'État ne cède pas à la pression. Qui prend les allures, des fois,
d'un chantage. Parce qu'il y en a, hein, des pressions. Oui, il y a beaucoup de pression. Vous savez, moi je me pose la question, hein, je me pose la question. Comment, dans un pays aussi petit que le Sénégal, du point de vue en tout cas de la population, comment peut-on avoir plus de 45 syndicats d'enseignants? Cela pose problème. Il faut oser aller de l'avant, il faut organiser des élections de représentativité, modifier la loi pour pouvoir organiser des élections de représentativité, au sortir desquelles les 2 ou 3 organisations syndicales les plus représentatives seront les seules à pouvoir participer à des négociations et à pouvoir, évidemment, déposer des préavis de grève. Maintenant, les autres organisations syndicales vont exister de manière légale, mais ils ne pourront plus participer à des négociations. Ils vont exister et ils vont attendre 3 ans. Ils mettront à profit ces 3 années pour massifier leurs syndicats et aller encore à des élections de représentativité. Mais aujourd'hui, il y a un flou total dans le mouvement syndical enseignant. Véritablement, cela pose problème. Donc, de ce point de vue, il faut aussi que l'État s'arme de courage pour affronter l'ensemble de ces difficultés. Mais est-ce que cette démarche ne va pas encore jeter de l'huile au feu quand on sait que l'État lui-même cherche un apaisement du système quand même éducatif? Mais l'apaisement passe par la transparence, par l'efficacité, par une politique rigoureuse de prise en charge de la chose éducative. Là aussi c'est important. Apaisement pour apaisement. En 1981, quand les États généraux de l'éducation ont été organisés, on a eu presque pratiquement presque 10 ans de sérénité au niveau de la sérénité est revenue au niveau de l'école. Mais aujourd'hui, l'éclatement du mouvement syndical enseignant constitue un obstacle par rapport à la recherche de solutions pour que le système éducatif puisse redémarrer sur de nouvelles bases. Donc, de ce point de vue, un État a besoin de syndicats extrêmement forts. Donc, ça quand même, c'est pas un problème qui est propre aux syndicats d'enseignants. C'est un problème général. Il faut peut-être rationaliser le mouvement syndical dans son ensemble. Mais vous avez parfaitement raison. Oui. Mais pour cela, il faut que l'État aussi fasse preuve d'audace et de courage. Il faut qu'on ait le courage d'affronter les difficultés et de les prendre en charge de façon correcte. Évidemment, cela va créer des problèmes, des difficultés, mais on est là aussi pour gérer les problèmes et les difficultés et pour les dépasser. D'accord. Alors, parmi les facteurs qui ont, disons, déconstruit le système éducatif, tout le monde est d'accord qu'il y avait la politisation du système, de l'espace scolaire. Vous l'avez tout à l'heure dit. Vous-même, vous êtes à la tête d'un réseau des enseignants apéristes, hein? On a connu dans le temps également les enseignants de la génération du concret. Je ne sais plus d'ailleurs s'il existe ou pas, toujours. Alors, est-ce que donc il n'y a pas là un problème? Est-ce que la refondation du système éducatif ne devrait pas passer par l'élimination de ce genre de pratiques? Mais écoutez, le réseau des enseignants, le réseau national des enseignants de l'APR n'est pas une structure de plus. Ce n'est pas une structure destinée à faire dans l'agitation, dans la propagande et autres. C'est une structure de veille. C'est une structure qui prend en charge les préoccupations du parti. Si le parti nous consulte par rapport à des questions relatives au bon fonctionnement de notre système éducatif, le réseau est là pour étudier les choses en profondeur. Et le réseau tentera à ce niveau d'apporter des réponses par rapport aux questions qui nous sont posées, mais destinées à notre parti. Le réseau national n'est pas un syndicat et n'a pas vocation de jouer un rôle syndical. Et le réseau n'a pas non plus la vocation de combattre les syndicats d'enseignants. Parce que les membres du réseau, ont adhéré à des syndicats, à différents syndicats. Dans ce réseau, nous avons des camarades qui sont du SUDES, qui sont du SNEL, qui sont de l'ADES, etc., etc. Donc cela ne pose pas de problème. Nous ne sommes pas une organisation syndicale. Nous n'avons rien à voir par rapport à ces questions. Bien sûr, des fois on nous accuse peut-être de vouloir faire dans l'agitation. Vous êtes quand même membre d'une formation politique, donc défendant une position également politique. Mais bien sûr, oui. Le réseau est là pour défendre le parti. Est-ce qu'il arrive que des positions du réseau soient contraires à celles du parti, enfin pas du parti mais de l'État?
Mais pourquoi pas? Dans le sens de l'intérêt, de l'intérêt de l'éducation. Le président Macky Sall est un démocrate. Lors de notre dernier conseil national, nous avons posé les problèmes de façon claire et de façon très courageuse. Nous lui avons porté la contradiction qu'il a acceptée. Et il a réagi par rapport à ces contradictions. Donc, de ce point de vue, le président Macky Sall est ouvert. Évidemment, il y a des questions que nous ne porterons pas sur la place publique. Mais il y a des questions que nous traitons à l'interne. Nous discutons avec le président de la République pour voir comment assainir un peu l'école sénégalaise. Comment faire en sorte que l'école sénégalaise redevienne ce qu'elle était. Donc, même organisation politique, vous prenez en charge les intérêts du système éducatif. Mais si un parti politique ne prend pas les intérêts de l'ensemble des secteurs socio-économiques d'un pays, véritablement, je crois que là, ça va poser problème. La vocation d'un parti politique, c'est d'améliorer les conditions de vie et d'existence des Sénégalais, de nos compatriotes. Sans un système éducatif efficace, efficient, mais nous n'atteindrons jamais un certain niveau de développement. Aujourd'hui, beaucoup d'argent, on injecte beaucoup d'argent dans le système et on n'en voit pas le résultat. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut faire la part des choses. Un gouvernement se doit d'impulser une dynamique par rapport à l'ensemble des secteurs. C'est au gouvernement maintenant de prendre en charge les propositions que nous lui faisons. Nous ne faisons que proposer au gouvernement des stratégies à même de faire en sorte que le système éducatif puisse repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a des problèmes à ce niveau. D'accord. Il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans le système éducatif. Moi, par exemple, je suis encore resté sur ma faim. Et j'espère que, et je le souhaite, que le ministre de l'Éducation et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ce système, qu'on puisse ensemble être animés d'abord d'une très bonne volonté, d'une volonté de bien faire, qu'il y ait un consensus. Parce que vous savez, un État, il y a certes des partis politiques, mais un État n'est pas politique. Un État est administratif. Oui. L'État s'occupe des personnes et des biens. Des personnes par rapport à leur bien-être, par rapport à leur santé, par rapport à leur apprentissage. Donc, et des populations, d'autres secteurs de la population, oui. Les paysans, les pasteurs, les pêcheurs. Donc, de ce point de vue, on ne doit pas politiser l'État. La preuve, le président Macky Sall, à part Youssou Touré, le président Macky Sall n'a aucun enseignant, ni dans son gouvernement, encore moins au Conseil économique social, et nulle part. Donc, de ce point de vue, je crois Qui politise l'État? Vous insinuez quoi là? Pardon? Oui, vous insinuez Non, en quoi? fait, vous savez, dans ce pays, tout est politisé. Tout est politisé, on ne parle que de politique. Et ça plombe notre envol économique. Il faut dépasser véritablement ce stade. La politique est ce qu'elle est. Et pour dépasser ce stade, pour revenir à la question, est-ce qu'il ne faudrait pas donc éliminer ce genre de pratiques dont je parlais tout à l'heure? La politisation, par exemple, du système éducatif. Mais quelle est cette politisation du système éducatif? En tout cas, au niveau de l'APR, le réseau des enseignants n'a rien à voir avec les actes que le gouvernement pose, avec la politique gouvernementale. D'accord. Nous sommes un organisme de veille. Nous nous chargeons d'éclairer la lanterne des gouvernants, de notre parti, en tout cas, de notre parti surtout. Notre mission est de faire comprendre à notre parti les tenants et les aboutissants par rapport à telle ou telle chose ayant rapport avec le système éducatif. Nous leur apportons notre expérience et notre expertise. Mais ça s'arrête là. Maintenant, d'autres, au niveau de l'opposition, parce que vous savez, le pays n'appartient pas à un parti. Les enseignants, même de la génération du concret, si cette structure existe encore, les enseignants qui sont dans le PDS, dans le parti Réumi, mais nous avons besoin de toutes ces compétences. Nous n'avons pas, nous, le monopole des bonnes stratégies. Nous sommes loin, véritablement, d'avoir le monopole de la vérité absolue. Nous avons besoin de nos camarades enseignants qui sont au PDS, qui sont dans le parti Réumi, qui sont à Bokk Gis-Gis. Nous avons besoin d'eux. Il faut que nous tous nous retrouvions. J'aurais aimé véritablement que tous ces enseignants, qu'il puisse y avoir des concertations permanentes entre enseignants des différentes formations politiques. Parce que ce qui nous lie est beaucoup plus solide, beaucoup
beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Nous sommes des acteurs du système éducatif. Cela veut dire que nous sommes des collègues. Et de ce point de vue, on doit se parler. On doit discuter, on doit échanger. Nous n'allons pas passer, Oumar Nying, véritablement notre temps, excusez-moi de la répétition, à faire perdre du temps au Sénégal. Le Sénégal a devant lui des chantiers extrêmement vastes. D'accord. Alors, pour rester et terminer avec cette question importante de l'éducation, on a parlé récemment de la question des fraudes dans le recrutement des enseignants. Et là, on a entendu des enseignants se réclamant de votre structure, dénoncer un peu la démarche du ministre notamment. Qu'en est-il? Non, en fait, il faut faire la part des choses parce que dans le réseau, au niveau du réseau, il y a des enseignants qui appartiennent à différentes sensibilités syndicales. On ne peut pas empêcher à ces gens-là de donner leur point de vue à partir de leur organisation syndicale. D'accord. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de confusion possible. Nous avons, en tout cas, nous personnellement, nous avons félicité le ministre de l'Éducation par rapport à cette vigilance dont il a fait preuve. Donc, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce sont des jeunes, ils sont très jeunes. Ces non-concitoyens, ces élèves maîtres, ils sont encore très jeunes. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut leur parler. Il faut discuter avec eux. Et je crois d'ailleurs qu'on peut trouver la parade à cette question. C'est-à-dire que ces jeunes, j'estime, et c'est un point de vue personnel, qu'on pourrait leur offrir autre chose. Pour parler comme à la télévision, un plateau. Parce qu'il n'y a pas de personne au monde qui ne développe pas des compétences. Quel que soit son niveau d'études, son niveau de compréhension. Donc ces jeunes, ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais. Ils ont eu tort, on les a sanctionnés. Mais il faudrait qu'on comprenne que c'est eux l'avenir de la nation. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on discute avec eux, qu'on échange, qu'on trouve un consensus, qu'on essaie même de les réinsérer. Comment? Ils ont des problèmes de niveau, mais il faut encore les former. Il faut les former. Il faut trouver des plans. Moi, je ne sais pas. Il faudrait en tout cas faire quelque chose. Je n'ai pas trop réfléchi sur ça, mais nous ne devons pas les laisser à eux-mêmes. Ce serait extrêmement grave. Parce qu'on a toujours dit que la jeunesse dynamique d'un pays, la jeunesse d'un pays, constitue l'avenir. Donc de ce point de vue, ils ont eu tort, c'est vrai. Il y a toujours eu des pratiques mafieuses dans le système éducatif. Bon, essayons de trouver des pistes de solutions. Très bien. Alors, on passe carrément au volet politique de cet entretien, avec notamment la vie de votre parti, l'Alliance pour la République, surtout au lendemain des élections locales qui ont vu cette formation justement perdre des villes importantes dans ce pays. On a même appris avec la presse que le président Macky Sall avait voté Khalifa Sall concernant le cas spécifique de Dakar. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, écoutez, franchement, moi, quand on parle des élections locales, j'ai des problèmes. Pourquoi? J'ai des problèmes parce que c'est comme si l'APR avait perdu ces élections. Il y a une campagne manifeste d'intoxication basée sur des contre-vérités objectives, réelles. Mais l'APR a largement remporté les élections. Vous n'avez pas perdu, mais vous avez perdu quand même. Non, qu'est-ce qu'on a perdu? Vous avez perdu. Mais non, je dis encore une fois de plus. Par rapport à la prise en charge des besoins essentiels des populations, Dakar certainement est plus important que Saint-Louis. Matam est certainement plus important que Guinguinéo. Donc, il faut l'analyser sous un angle assez objectif, qui a une prise sur la réalité. Sur plus de 500 collectivités, nous en avons remporté plus de 400. Comment peut-on parler de défaite? Mais Khalifa Sall, jusqu'au moment où nous parlons, son parti est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Si Khalifa Sall gagne Dakar, nous ne pouvons que le féliciter. Et prier pour qu'il réussisse sa mission au profit des populations de Vous auriez voulu qu'il perde parce que qui a, des responsables de haut niveau l'ont affronté ici. Non, écoutez, ça aussi c'est la politique. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos limites. Des fois, il y a des erreurs d'appréciation. Ça a été le cas. Je ne le dis pas de façon formelle, parce que je n'ai pas connaissance du dossier. Mais il y a des erreurs d'appréciation.
par rapport à ces questions. Il y a des erreurs d'appréciation, il y a des erreurs de stratégie. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des prophètes. Peut-être que aussi certains hauts responsables ont surestimé leur poids politique. Ça aussi, c'est de la politique. On ne se connaît que quand on se pèse. Ça aussi, c'est ça la politique aussi. On n'est jamais sûr de perdre. On part à des élections en ayant une certaine conscience, en ayant une certaine philosophie qu'on va gagner. Personne ne va aux élections avec l'idée de perdre dans la tête, sinon il ne se serait pas engagé. Donc de ce point de vue, le Sénégal est une démocratie majeure qui a déjà fait ses preuves. Il faut qu'il y ait des gagnants et des perdants. Si Khalifa Sall gagne Dakar, mais nous le félicitons. Il est dans Benno Bokk Yakaar. Si maintenant les élections en 2017 ou je ne sais pas en 2019, nous allons apprécier le comportement de Khalifa Sall par rapport à la coalition. Et nous prendrons les mesures idoines, les mesures nécessaires pour aller à la quête des suffrages des Sénégalais. Nous aurons nous aussi nos stratégies. Et même, je vous le dis, perdre c'est gagner. Quand on perd, c'est aussi gagner. Comment ça? C'est gagner parce que quand on perd, on en tire des leçons. Est-ce que c'est le cas? Vous l'avez fait? Mais aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Aujourd'hui, c'est le cas. La perfection, Omar Nying, n'est pas de ce monde. On n'aura jamais une terre de paradis ici au Sénégal. Nous sommes des êtres humains avec nos limites objectives. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons que faire avec la réalité. D'accord. Maintenant, c'est un philosophe qui le disait, la conscience n'est de l'obstacle. Donc, vous avez appris de ces locales-là. Mais bien sûr, mais encore une fois de plus, j'insiste, nous avons largement remporté ces élections municipales. Ça, j'insiste là-dessus. On vous concède cela. Alors, sur le terrain politique, toujours, on assiste à un affrontement permanent avec le parti d'opposition PDS au pouvoir hier. Alors, on le sait tous également, ce qui est en toile de fond, c'est cette traque des biens mal acquis, notamment le procès Karim Wade qui se poursuit. Alors, lorsqu'il déclare à la barre que c'est sa candidature éventuelle en 2017 qui empêche le pouvoir et le président de dormir, vous répondez quoi? Mais c'est une stratégie. C'est une stratégie qu'il met en œuvre pour se tirer d'affaire. Vous savez, chacun a une appréciation. Nous tous, nous apprécions ce qui est en train de se passer par rapport à la traque des biens mal acquis. Mais de ce point de vue, je crois que on parle de l'engagement du président par rapport à un mandat de 5 ans. Pourquoi ne parle-t-on pas de cet engagement qui était pris par l'opposition à Wade, par tous les secteurs presque? L'engagement qui a été pris est relatif à la réduction des comptes. C'était un accord aussi. Pourquoi les gens préfèrent insister sur la réduction du mandat à 5 ans, alors qu'aujourd'hui, il doit y avoir une relance économique dans ce pays? Parce que le pays, nous l'avons trouvé dans un état piteux. Du point de vue des finances publiques, du point de vue de l'économie. Et Maître Wade, le président Wade, que nous respectons beaucoup, l'avait dit que si je perds, pendant 3 mois, vous ne pourrez pas payer les salaires. Donc si aujourd'hui nous en sommes arrivés à ce stade, c'est parce que beaucoup d'efforts, beaucoup de stratégies ont été déployées pour que le pays ne connaisse pas une banqueroute totale. Maintenant, la traque des biens mal acquis, chacun a son idée par rapport à cette traque. Quand on parle de la candidature de notre ami, de notre concitoyen, Karim Wade, mais j'ai dit encore une fois de plus, et nous l'avons dit, nous tous, personne ne souhaite à Karim ce qui lui est arrivé. C'est très dommage. C'est un frère, c'est un camarade, c'est un concitoyen. Le président Macky Sall n'a aucune dent contre Karim Wade. Maintenant, une stratégie de défense, nous pouvons la comprendre. Karim Wade est dans son rôle. Ceux qui le soutiennent sont dans leur rôle, en disant que c'est pour qu'il ne soit pas candidat en 2017. Mais on est désolé. Peut-être que 2017, il y aura une autre configuration, moi je ne sais pas. Mais quand même, il y a des bases objectives à partir desquelles on peut apprécier le futur. Parce que n'oublions pas... Et quelles sont ces bases? Ces bases objectives, réelles, n'est-ce pas, concrètes. Ces bases objectives, c'est que le PDS tout puissant, Karim Wade tout puissant,
n'a pas pu gagner le bureau de vote dans lequel il a voté. Mais quand même, à partir de cette situation, on peut en déduire, on peut voir la suite. Donc, de ce point de vue, véritablement, Karim Wade ne saurait être un ennemi pour le président de la République, pour la paix. Nous lui souhaitons d'ailleurs. Est-ce qu'avec la prison, on n'est pas en train justement de le fabriquer politiquement? Mais si on le fabrique politiquement, si on le fabrique politiquement, mais tant mieux pour lui. Tant mieux. Si demain, à partir de la réduction des comptes, parce que ce n'est pas le président qui juge, ce n'est pas le président qui donne des instructions aux magistrats. Les magistrats, depuis très longtemps, ont fait preuve de maturité, de dépassement, de sérénité et d'indépendance et d'autonomie d'action. Moi qui vous parle aujourd'hui, en tant que ministre conseiller, il n'y a pas longtemps, j'ai été convoqué à la barre comme prévenu. On m'a relaxé, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas parlé d'acharnement ni de quoi que ce soit. Sous Wade, on m'a mené souvent en prison, pas en prison, enfin dans les commissariats, dans les cellules des commissariats, pas la prison comme Maounzoubillah. Vous savez. Donc, le président Macky Sall et nous-mêmes, nous n'avons aucun contentieux avec Karim Wade. Maintenant, ce sont des stratégies. Nous aurions préféré, Oumar Gningue, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des échanges, des concertations entre opposition au pouvoir. Il faut qu'on se parle. Le dialogue. Il faut un dialogue politique. Il faut qu'on discute, il faut qu'on se parle. Qu'on essaie de dépasser ces questions, ces problèmes. Parce que vous savez, au moment où nous parlons de traque de biens mal acquis, au moment où nous parlons de Karim, du jugement, mais il y a des paysans qui scrutent le ciel pour attendre la pluie. Oui. Il y a des jeunes, des milliers de jeunes qui sont sans emploi. Il faut qu'on en parle. Les Sénégalais sont confrontés à des difficultés de toutes sortes. Et ce n'est pas avec le président Macky Sall qu'on a connu ces difficultés. Oui. Donc, véritablement, il faut qu'on dépasse l'esprit partisan au PDS, comme à l'APR, comme dans d'autres partis. Il faut apaiser l'espace politique. Il faut véritablement une politique de pacification. Il faut qu'on pacifie aussi bien l'espace politique que l'espace social. Il faut que les Sénégalais se parlent. Vous savez, ce pays a besoin de stabilité. Nous avons hérité d'un pays très stable. Senghor a joué sa partition comme Abdou Diouf. Même Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, excusez-moi, a fait ce qu'il avait à faire. Il y a du bon, il y a du moins bon et certainement du mauvais. Il n'y aura jamais une perfection dans la gestion de la chose publique. Ce que nous souhaitons, c'est que tous les Sénégalais, le PDS compris, ce que tous les Sénégalais doivent souhaiter au président Macky Sall et à son équipe, c'est de réussir la politique qu'elle est en train de mettre en œuvre. De ce point de vue, Karim Wade n'est pas notre ennemi. Il n'est même pas notre adversaire. C'est un compatriote, c'est un concitoyen. Travaillons ensemble la main dans la main. Il faudrait que le PDS, tous les partis, l'APR, qu'on puisse se parler, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Nous devons sauver le Sénégal. Il ne faudrait pas, de par notre discours, de par nos actes, de par nos gestes, que nous remettions en cause cette stabilité, la stabilité de ce pays. Il y a beaucoup d'exemples en Afrique. Beaucoup de pays africains aujourd'hui sont confrontés à des difficultés dont ils ne pourront sortir que peut-être d'ici 100 ans. Il ne faut pas souhaiter ça au peuple sénégalais. Le président Macky Sall a été élu. Il terminera son mandat, il ira à la conquête des suffrages sénégalais et les Sénégalais apprécieront. Et de toute façon, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Un autre Sénégalais, d'autres Sénégalais seront aux affaires. Et le pays continuera à marcher. Justement, à propos de ce mandat, le premier, évidemment, le président de la République a réaffirmé sa volonté de réduire ce mandat à 5 ans, mais il y a un débat autour de la procédure référendaire ou parlementaire. Vous, quelle est votre position sur cette question-là? Vous savez, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Si Oumar Gningue en parle, si Youssou Touré en parle, c'est que franchement, dans ce pays... les acteurs en parlent quand même. Quel acteur? Quel acteur? Nous avons des juristes. Ils sont là pour prendre en charge ces questions. Parce qu'en disant qu'il ne faudrait pas que le président Macky Sall fasse du wax-waxé, quelque part aussi,
on encourage la violation de la loi. Donc il y a problème. Nous, le président Macky Sall tient à 5 ans. Il y tient, comme à la prunelle de ses yeux. Oui, il l'a dit. Mais est-ce que... affirmé. Voilà, il l'a dit et l'a affirmé. Et nous le savons. Même en interne, il nous le dit. Mais est-ce que la loi le permet? C'est pas à Youssou Touré d'éclairer la lanterne des Sénégalais, pardon. Mais c'est aux juristes, aux hommes de droit, d'étudier la question en profondeur, de nous éviter une crise, parce que nous avons une constitution, l'une quand même des meilleures constitutions, l'une des constitutions les plus stables en Afrique, et même dans certains pays asiatiques et européens. Donc de ce point de vue, nous avons des juristes qui sont à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Mais faisons confiance à notre expertise nationale. Si on doit compléter, on fera appel à l'expertise internationale. C'est mon point de vue, qui n'est pas forcément le point de vue de la paix. La question est réglée parce que c'est la voie référendaire qui sied. Mais seulement, il y a des positions parfois qui sont exprimées. Écoutez, ces positions sont des positions... privilégier la voie parlementaire. C'est normal, ce sont des positions politiques. Oui. On est quand même en démocratie. Si un responsable de l'APR n'est pas d'accord, s'il le dit, où est le mal? Il y a d'autres responsables de l'APR qui prennent le contre-pied de ce genre de déclaration. Mais maintenant, c'est une question de faisabilité. C'est une question de constitutionnalité. C'est une question de respect de la loi fondamentale. On a une loi fondamentale. On ne doit pas remettre en cause cette loi. Sinon, on mettrait le pays en péril. La loi, elle est importante. C'est grâce à la loi que nous pouvons aujourd'hui discuter. Il faudrait donc qu'on aille en profondeur par rapport à la réflexion pour prendre en charge cette question. Elle est extrêmement sérieuse. Elle est extrêmement sérieuse. Il faut que nos juristes, parce que ce sont des Sénégalais à part entière, qui développent de grandes compétences au plan international, nous lançons un appel à tous ces juristes, quelle que soit leur obédience politique, pour qu'ensemble nous discutions et que nous trouvions la voie la meilleure pour éviter à notre pays des crises superflues qui ne nous mènent à rien, qui risquent aujourd'hui de remettre en cause cette stabilité tant enviée. Bien. Merci beaucoup, Youssou Touré. Merci. Merci d'être venu à cette émission. Youssou Touré est le secrétaire d'État à l'alphabétisation et aux langues nationales, par ailleurs responsable à l'Alliance pour la République. Il coordonne notamment le réseau des enseignants de ce parti. Merci. Merci. Merci, mesdames, messieurs, à vous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain.